bon, Pépère? Allez, les 10 sur le peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! De la joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse Patate, un épisode un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode de présentation du Tour de France, voilà, la plus grande course de la saison cycliste, la course que tout le monde veut regarder, les fans de vélo, comme ceux qui le sont beaucoup moins. Et sachez que sur ce podcast, vous allez tout savoir sur la course de juillet. Restez là si vous voulez tout savoir sur le parcours, sur les sprinteurs, sur les favoris pour la victoire finale, et même sur les autres coureurs, les baroudeurs, etc. On a tout prévu. Et logiquement, comme tous les ans, ça risque d'être un podcast assez long, donc ça va être un podcast que je pense au montage coupé en deux, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà, on est parti pour être pendant un long moment ensemble. Logiquement, je vais essayer d'égaliser le truc au montage pour faire, 2 fois 1 heure. Logiquement, c'est à peu près ça que je fais tous les ans. On va voir si ça marchera encore une fois cette année. Et pour m'accompagner, aujourd'hui, encore une fois, une équipe de choc, un habitué déjà, Alex, bienvenue. Salut. Voilà, de retour, l'homme qui n'a pas peur de ses avis, des fois polémiques, on va dire. Je dirais oser. Voilà, c'est un bon choix de mots, exactement. Notre habitué, Théo. Ouais, salut à tous. Voilà, super prénom encore une fois, hein, je te le dis. Ouais, évidemment. Toi aussi, le tien est vraiment très beau. Merci. Et enfin, Awen. Salut. Voilà. Bon, voilà, tu commences à prendre tes marques aussi, Awen, là, ça fait quand même 2-3 fois que tu viens. Oh oui, ça fait un petit moment, ouais. Voilà. Du coup, nous sommes 4 autour de la table. Comme je l'ai dit, le programme du jour, on va déjà évoquer le parcours en détail, un petit peu plus. Je me rappelle que sur la présentation du Giro, on avait évacué ça un petit peu rapidement. Là les gars, on a de la matière, on a des choses à discuter là-dessus. Évidemment, les sprinteurs, le classement général, alors là, qui est évidemment, comme à chaque fois, le cœur du podcast, où on a vu passer beaucoup de temps. Et enfin, on aura une dernière partie, comme je le disais, avec tous les coureurs qu'on n'aura pas évoqués, à savoir les baroudeurs, les rouleurs, enfin tous les mecs qui se terminent en heure. Voilà, ça sera cette partie-là où vous aurez aussi, pourquoi pas, des coureurs dont on n'aura pas parlé, que vous voulez évoquer, que j'ai pas noté dans mes fiches. Parce que oui, j'ai des fiches pour la première fois pour la deuxième fois de l'année. J'ai préparé à peu près le truc. Donc voilà. Si vous êtes tous prêts, on peut d'ores et déjà attaquer le parcours. Si vous êtes tous d'accord. Alors, 3 chiffres. 3351 km. Voilà, c'est les chiffres qu'on sort dès qu'on veut parler du parcours du Tour de France, évidemment. Mais voilà, on va pas passer à côté une fois cette année non plus. Donc 3351 km au total. 66,5 km de contre-la-montre. 35 par équipe et 31 individuels. 6 étapes de montagne, dont 3 arrivées au sommet. Voilà. C'est tout ce que j'ai noté. Hein. 21 km de pavé. Aussi, oui, j'aurais pu le noter celui-là, pas mal. Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, le premier tour de table qu'on va faire, ça va être très général, c'est votre avis global sur le parcours, est-ce qu'il vous plaît ou pas? Allez, Awen, je vais commencer par toi, parce que autour de la table, t'es sans doute le plus calé en termes de parcours. Je te mets un peu la pression, là. Moi, c'est un parcours qui me plaît bien. On a une première semaine avec 5 étapes de plat, mais avec les 4 autres étapes qui la composent en plus, ça donne quand même quelque chose, un côté assez intéressant. Ensuite, le passage dans les Alpes, lui aussi, il m'intéresse, même si j'ai un peu de doute sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Même si c'est une étape très dure, je pense que ça va quand même se résumer à une course de côte. Et la troisième semaine, également intéressante. Même, par contre, c'est vrai que l'étape de Pau, vu que Pau est à chaque fois son Tour de France, je trouve qu'elle gâche un peu. Elle aurait mérité d'être un peu plus vallonnée, un peu plus accidentée. Puis le contre-la-montre, que je trouve encore une fois très intéressant, qui n'est pas du tout plat. Et ça fait plaisir de ne pas avoir 50 km de plat pour finir. Et voilà. Ouais, on va en reparler en détail, hein, tout ce que tu dis là, il n'y a pas de souci. Allez, Théo, j'enchaîne avec toi pour le parcours. Je sais que c'est l'expertise niveau parcours, Théo, un petit peu comme moi. Je connais très bien. Non, en vrai, franchement, c'est un bon parcours. Enfin, moi, j'aime bien. Même si, même s'il y en a qui vont regretter l'absence de montagne, on va dire, dans les premières étapes, mais non, c'est genre un parcours hypant, je dirais, avec des nouveautés et donc des étapes super courtes et tout. Moi, c'est ça qui me donne vraiment envie de voir, de savoir comment ça va se passer à ce niveau-là, et les pavés, bien sûr. C'est les deux types d'étapes qui me donnent vraiment le plus envie, on va dire. Ouais, effectivement. Alex, ton avis sur le parcours? Moi, en fait, je trouve que c'est un parcours plutôt pas mal comparé à ce que ASO nous a vendu les années précédentes.
Mais cette année, on peut voir qu'ils sont un peu plus dépassés en termes de ce qu'ils nous proposent. On a des profils variés. On n'aura que une seule fois, on aura 3 étapes de plat d'affilée. Donc c'est un peu la chose qu'on peut déplorer en première semaine, c'est justement l'abondance de trop d'étapes de plat. On aura un contre la montre, mais on aura en échange 2 étapes assez sympas en Bretagne. On pourra avoir du mouvement dès la 5e étape, donc c'est plutôt pas mal là aussi. Ensuite, une deuxième semaine plutôt bien agencée. Je pense qu'il y a une course de côte en trop entre la Rosière et l'Alpe d'Huez. Il aurait peut-être fallu en enlever une des deux, mais le reste est plutôt pas mal. Et enfin, en 3e semaine, je trouve que c'est la semaine qui est la mieux faite, j'aurais pu dire. Juste un truc, le col de Portet, qui est un peu une opportunité gâchée d'avoir un col non goudronné, mais ça permet d'avoir une petite étape sur un format sprint qu'on n'a pas encore vu sur le Tour de France, donc pourquoi pas. Du coup, maintenant, on va s'intéresser un peu plus sur le détail. Je vais vous poser des questions vraiment sur des trucs un peu plus spécifiques. Et la première chose que j'ai envie de vous poser comme question, le premier tour de table qu'on va faire, ça va être en ce qui concerne la première étape en ligne, qui cette année sera une étape qui visiblement devrait sourire à un sprinter. Donc voilà, on retrouve un petit peu cette configuration où le maillot jaune va se jouer entre les sprinters, accentué par le fait qu'il y a également une nouveauté dans le règlement, c'est-à-dire que arrive ce qui s'appelle alors ils appellent ça comment, les sprint bonus. En fait, au cours des étapes, nous avons, pendant les 9 premières étapes seulement, un point kilométrique où il va y avoir 3, 2 et 1 seconde de bonification qui seront donnés aux 3 premiers sur cette ligne. Et ce point kilométrique, c'est pas les sprints intermédiaires, attention. Donc voilà, arrivée de ces petites bonifications, c'est quoi votre sentiment sur cette nouveauté et aussi sur le fait que ce sont voilà, ça va permettre en fait... ça permet aux sprinteurs de se disputer le maillot jaune, en plus des bonifications qu'il y aura sur la ligne d'arrivée. Allez, vas-y Théo, je te laisse commencer. Alors, déjà sur le fait que ce soit un sprinter qui va avoir le maillot jaune, je suis plutôt content parce que ça permet d'un peu de récompenser certains sprinters quand même. Avoir le maillot jaune, c'est un truc qui est assez rare et du coup c'est plutôt bien quoi. Ça en récompensera au moins un ou peut-être 2, ça dépend comment se passeront les étapes d'après. Et au niveau des sprint bonus, bah j'attends de voir. Franchement, je sais pas, j'ai pas trop d'idées parce que je me dis que il y a quand même la majorité des étapes où ça va pas être joué parce qu'il y aura des échappées devant, il y aura des trucs. J'attends de voir. Peut-être que ça va justement forcer les équipes à reprendre les échappées à 20 km de l'arrivée pour se jouer les bonifs, ou peut-être que pas du tout et que ça va rien changer. Voilà, effectivement, parce qu'après le placement de ces... Alors, je sais même plus comment ça s'appelle. Il s'appelle kilomètre bonus ou un truc comme ça, c'est un nom très... Bonus temps. Voilà, bonus time. C'est un nom très marketing. Mais la plupart de ces endroits où ils sont placés, ces points kilométriques, sont relativement proches de la ligne d'arrivée. C'est pas au milieu d'étape. C'est vraiment genre dans les 20 derniers kilomètres, voire même, par exemple, sur la première étape, c'est à 13 km de l'arrivée. Donc, c'est limite au début de la préparation du sprint, quoi. Donc, la vraie question que j'ai presque envie de me poser, c'est est-ce que les sprinteurs ont envie de se crever pour aller chercher 3 secondes de bonification à 13 km de jouer une étape, quoi. Alors ça, c'est l'exemple de la première étape où le truc est particulièrement près de la ligne. Mais des fois, c'est un peu plus loin. Mais globalement, ça reste quand même peut-être des forces qui vont pas vouloir sacrifier si proche d'un sprint massif. Je sais pas ce que vous en pensez, Awen. Non, moi je pense surtout que pour les étapes de sprint, je pense que ça servira à rien. Parce qu'il y a plus de bonus pour le premier de l'étape que pour d'écart avec le deuxième que pour les points bonus. Oui. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... Ouais, c'est 10, 6 et 4 pour les 3 premières étapes, ouais. Ouais, et là c'est 3, 2, 1. Et franchement, je vois pas vraiment l'utilité. Ça va être des échappées qui vont se disputer. Sur les étapes comme Quimper et Mur de Bretagne, c'est intéressant, mais sur des étapes de plaine, non, pas vraiment. Ouais, effectivement, parce que sur Quimper et Mur de Bretagne, comme tu dis, les points kilométriques entre guillemets, sont justement placés au sommet de côtes. Bon, pas forcément des côtes très difficiles, mais voilà, ça donnera en tout cas, ça sera plus les punchers que les sprinters qu'il faudra trouver sur ces points kilométriques-là, si jamais ils sont joués. Alex, t'as un avis sur la question ? Ouais, à peu près le même avis. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas mis le concept dans les étapes de montagne, où là, ça aurait pu voir du mouvement un peu loin, genre mettre justement un de ces bonus temps dans la montée du dernier col, par exemple, ou un truc comme ça, pour inciter les favoris à attaquer de loin. Là, sur les étapes de plat, clairement, ça sert pas à grand-chose. Les sprinters sont trop occupés à organiser leur train pour le sprint, et les échappés sont trop occupés à rouler pour essayer de résister au peloton. Donc pour moi, ça sert pas à grand-chose. En revanche, sur les étapes vallonnées, là, ça peut justement inciter
à attaquer de plus loin. Par exemple, sur l'étape de mur de Bretagne, peut-être attaquer avant le mur, ce qui généralement ne se passe jamais. Et sur l'étape de Quimper, c'est un point stratégique qui se passe justement à 10 km de l'arrivée, 12 km de l'arrivée. Donc ça peut être vraiment bien. Mais justement, donc après, c'est dommage qu'ils aient pas réutilisé ce concept sur les étapes de montagne en deuxième, en troisième semaine. Voire élargir le concept à une bonification au premier col de la journée, par exemple. Ouais, voilà, exactement. C'est un truc qui avait circulé, il y a une idée qui avait circulé il y a quelques années, justement, sur l'école. Bon, après, là, clairement, c'est destiné aux sprinters, parce que, comme je le dis, ça s'arrête ça va jusqu'à l'étape 9. Après, on retrouve plus du tout ce système. C'est un truc pour, entre guillemets, pimenter la première semaine de course très plate, qui va s'ouvrir aux sprinters. C'est pour mettre un semblant de lutte entre les spécialistes de la vitesse, à coup de bonification, quoi. Parce qu'après, effectivement, l'idée de mettre ça en place sur les étapes de montagne, par exemple au sommet de col, au sommet de l'avant-dernier col ou quelque chose comme ça, c'était un truc qui avait déjà été évoqué, mais avec des gains de temps beaucoup plus importants, hein. On parlait pas de 3 secondes, mais genre 1 minute quand on passait en tête de l'avant-dernier col de la journée ou un truc comme ça. 1 minute, c'est peut-être un peu abusé, mais... Ouais, en fait, c'était quelque chose qui était censé favoriser les attaques de loin, des trucs qu'on voyait beaucoup moins ces derniers temps. Voilà, c'était une idée qui avait été évoquée. Voilà. Bon, là, je pense pas que l'objectif soit du tout le même. Ça serait une grosse révolution, je pense, si on mettait ça en place. Après, est-ce que ça serait viable, à ton avis, de faire ce genre de choses, de mettre, bon, peut-être pas 1 minute, mais genre 30 secondes? Parce que du coup, on aurait une belle lutte, peut-être des attaques de plus loin, ou alors peut-être qu'on se retrouvait avec finalement des sprints dans les derniers kilomètres de l'avant-dernière école de la journée. Mais ça pourrait être intéressant. On va peut-être pas le tester sur le Tour de France, mais je sais pas ce que t'en penses, Alex, comme t'as évoqué le truc. Ouais, faudrait peut-être, justement, comme tu as dit, le tester sur une course comme le Critérium du Dauphiné. On voit beaucoup de montagnes et beaucoup, justement, de courses de côte où il n'y a pas grand monde qui attaque de loin, à part dans les dernières étapes, généralement. Donc, ce serait bien de mettre ça en place. Mais moi, je verrais pas 1 minute. 1 minute, ça me paraît un peu beaucoup pour un truc comme ça. Je verrais plutôt quelque chose comme 30 secondes. Et je le verrais pas sur l'avant-dernière. Je le verrais vraiment premier col pour vraiment tout faire exploser dès le premier col. Pour pas qu'il y ait une échappée qui parte, pour que le peloton soit complètement à la rue et qu'on ait quelque chose et qu'il y ait sur l'avant-dernier col une autre bonification, mais un peu moindre, genre 15 secondes par exemple. Ouais. Bon, après, sinon, on peut le placer. Après, il peut ne pas y avoir de règles sur le placement. Genre, des étapes où il y a un gros col dès le début, on peut le mettre sur le premier col. Des étapes où c'est justement plutôt l'inverse, on le met sur l'avant-dernier. Après, les organisateurs peuvent choisir de Ouais, mettre, mais justement, un point stratégique où justement ça peut vraiment péter et promettre une étape intéressante au lieu qu'une grosse CC, par exemple, ce qu'on a vu avec une des étapes du Dauphiné où il y avait 3 cols d'affilée en début de course, et puis plus rien jusqu'à l'arrivée avec un col. Ça aurait été bien de mettre un sprint bonif là pour faire un premier tri dans le peloton et ensuite avoir une étape à peu près intéressante derrière. Effectivement. Awen, Théo, des avis sur cette question? Moi, je suis vraiment pas d'accord. Genre, je pense pas que ce soit une bonne idée d'en mettre sur l'étape de montagne. Parce que on voit déjà quand ça finit par une course de côte, enfin, même pas une course de côte, mais par une montée, et qu'il y a des bonifs au-dessus, c'est plutôt l'inverse. Ça empêche les gens d'attaquer. Donc là, on va se dire peut-être qu'avant, ça va les faire attaquer. Sauf que s'il y a 30 secondes, c'est énorme. Et les gens, ils vont se dire bon, moi j'ai une bonne pointe de vitesse, je vais rester dans les roues et je vais essayer de faire les points à la fin, c'est tout. C'est juste ça, et ça va. Enfin, je pense pas que ça va marcher. Et en plus, deuxième bémol, c'est que comme vous l'avez dit, ça va à l'encontre des échappés en fait. Et genre, les échappés, c'est quand même aussi une partie du vélo. Et si par exemple des personnes comme De Gendt ou des gars comme ça qui gagnent que comme ça ne peuvent plus s'exprimer, ça c'est pas fou. Enfin, moi je suis pas pour quoi. Ok. Ah ouais, je pense pour ça pas le mettre directement sur le tour. Oui. Quoi qu'il arrive, le tester peut-être ailleurs. Oui, si jamais on le teste. Ouais, je pense que le test ne sera pas conclu. Ouais. Si on a. Awen, du coup, t'as un avis toi aussi? Moi, je vois pas trop non plus l'utilité. Enfin, je demande à voir. Mais je trouve que c'est tant d'efforts pour au final très peu. Si tu mets en début d'étape, le type va se tuer pour aller prendre 30 secondes s'il a envie s'il n'attend pas le sprint. Et pour au final, dans la dernière montée, se faire plumer parce qu'il aura laissé trop d'efforts à aller chercher des secondes inutiles. Ça, c'est un peu mon... je demande à voir, mais je suis pas forcément convaincu. Ça sera le pari entre guillemets du coureur ou pas. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier une partie de son énergie pour ça? Bon voilà, c'est tout le concept du truc. C'est est-ce que je prends le risque ou est-ce que je prends pas le risque quoi. Bon. Ok, bon.
Passons du coup à un autre aspect du parcours. Passons au contre-la-montre par équipe de Cholet. Voilà, j'ai envie de vous dire, ce contre-la-montre par équipe s'annonce d'ores et déjà comme étant une démonstration Sky. Beaucoup de gens s'attendent déjà à ça. Est-ce que... Alors oui, alors peut-être qu'il y a 2-3 équipes qui pourront s'accrocher, mais quel est votre avis sur ce type d'exercice? Est-ce que c'est un truc qui peut cadenasser une course, ou au contraire, est-ce que c'est un truc qui va faire des écarts qui vont obliger certains à attaquer de loin derrière? Quel est votre avis sur le truc? Allez, Awen, je te laisse commencer. Ouais, bah déjà, je pense pas que la Sky va dominer. Je pense que déjà BMC gagnera. Mais après, la Sky, oui, la Sky, BMC, ce seront les deux qui seront au-dessus. Mais ouais, mais je suis toujours satisfait de voir des contre-la-montre par équipe. Parce que déjà, c'est un exercice particulier qu'on fait pas tout le temps. Et ouais, bah, c'est toujours bien de faire des écarts de la sorte avant déjà des étapes comme Brest ou Mur de Bretagne ou Quimper. Mais ouais, ça va faire des écarts. Notamment, on sera largement au-delà de la minute 30 pour G2R face à Sky. Mais non, mais ouais, c'est une bonne idée, ça va faire des écarts. Et je pense que ça va animer ensuite les 2 étapes bretonnes. Ok. Et après, en termes de kilométrage contre la montre, l'idée de faire basiquement 65 km et de séparer moitié-moitié contre-la-montre par équipe, contre-la-montre individuelle, est-ce que c'est le bon dosage? Parce que voilà, c'est un truc qui est revenu souvent ces dernières années, avec des fois des Tours de France où il y avait plus de 100 km de contre-la-montre, des fois, comme l'an passé, des Tours de France où il y avait sur le parcours, il y avait à peine une trentaine de kilomètres. Voilà, on passe du tout au rien, entre guillemets. Est-ce qu'on n'est pas sur le juste milieu, entre guillemets, cette configuration avec moitié contre-la-montre par équipe, moitié contre-la-montre individuelle? Alex, Théo, un avis sur la question? Ouais, bof, je préfère le format actuel où on a un contre-la-montre par équipe, puisque ça permet justement d'avoir un travail d'équipe sur un contre-la-montre comme ça. Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur le format en lui-même du contre-la-montre par équipe. Je trouve que c'est juste là pour faire perdre le tour à Romain Bardet et puis c'est tout. Voilà. Et très sincèrement, je pense pas que ce soit celui qui prenne le plus tarif parmi les gros favoris. Hein. Parce qu'ils ont l'air de s'être bien améliorés. Bah, ils ont fait un recrutement qui va dans le sens de bien faire un bon contre-la-montre par équipe quand même. Vas-y Théo, du coup enchaîne sur ton avis. Et du coup moi je suis j'aime bien en fait le fait d'avoir déjà un contre-la-montre par équipe. J'aime bien ça à chaque fois. J'aime bien regarder et c'est intéressant. J'aurais même tendance à le mettre plus long, genre à faire un vrai bon contre-la-montre, genre de vrai bourrin, parce que sur de la longueur ça peut être vraiment différent, genre un truc de 50 bornes en contre-la-montre par équipe, je pense que c'est une autre gestion de l'effort, donc pourquoi pas en tester une fois quoi. Mais bon, après, comme vous dites, le problème c'est qu'il y a des équipes qui sont vraiment spécialisées là-dedans et ça risque de faire des écarts monstres, mais bon, ça serait un test quoi. Et du coup, ouais, sinon, pas trop de contre-la-montre individuelle, je suis d'accord, parce que vu le profil type des coureurs de général actuel, c'est pas bien quoi. Ça va en favoriser 2 et tout le reste ils vont se faire plumer. Ouais. Oui, c'est sûr que voilà, on est dans une époque où j'avoue les grimpeurs sont plus présents que les grimpeurs rouleurs, hein, on va pas se mentir. C'est ça. Voilà. Même si bon, Dumoulin, Roglic, ça arrive un petit peu, hein, ça commence à se remplir à nouveau. Maintenant il y a Dumoulin, Froome, Roglic s'il joue le général, voilà. Thomas s'il joue le général et voilà. C'est tout. Une catégorie de coureurs qui commence à se renflouer, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Aussi, faut noter que Cholet, la dernière fois qu'ils ont organisé une étape, c'était également un contre-la-montre, c'était en 2008, Stéphane Schumacher avait gagné. Il avait été disqualifié pour dopage. Voilà. Donc, We were waiting you for the sprint. On se rappelle de ce grand interview du regretté Gérard Holtz. Non, il est pas mort, il est juste à la retraite. Est-ce qu'il est vraiment regretté? Les vraies questions sont posées. Non, absolument pas. Non. Du coup, on va maintenant passer à un autre aspect du parcours, et pas n'importe quel, c'est les pavés, la fameuse étape Arras-Roubaix, étape 9, où il y a 21 km de pavés. On a déjà vu des pavés sur le Tour qui sont revenus ces dernières saisons, mais on n'a jamais vu avec autant de kilométrage pavé. Et là, on a envie de dire, c'est bon. Tout le monde annonce d'ores et déjà que cette étape, ça va être l'enfer, que ça va être une boucherie.
Est-ce que selon vous, ça va être le cas? Parce que voilà, ces dernières années, on a dit, il y avait quelques secteurs pavés, on disait, c'est pas là que le tour va se gagner, mais c'est là qu'il peut se perdre. Est-ce que ça serait pas limite l'inverse cette année? Tellement on a l'impression que la difficulté est accrue par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire 2014, et encore avant, c'était quoi? C'était 2011, 2012 aussi également, ma mémoire flanche un petit peu, avec l'abandon d'un des Schleck de mémoire, je crois que c'était ça. 2010. 2010 peut-être, ouais. Voilà, donc voilà, comme je disais, on a visité les pavés récemment sur le tour, mais pas avec une telle intensité. Quel va être, à votre avis, le résultat de cette étape? Est-ce que ça va être cataclysmique, ou est-ce que finalement on en fait beaucoup pour finalement pas grand-chose? Allez, Alex, je te laisse commencer. Mais moi, je pense que pour le coup, ça va être une sorte de mini Paris-Roubaix parce qu'on a quand même 15 secteurs et non des moindres, hein, bien sûr. On n'a pas la Trouée d'Arambert, mais on a quand même des gros secteurs mythiques. On a Mont-en-Pevel, on a Tilloy-Serre-et-Rosières, Canfin-en-Pevel, etc. Temple-Neuve, Auchy-à-Bercé. Donc, c'est quand même des gros secteurs très compliqués et surtout, on va avoir des secteurs directement après 50 bornes. C'est-à-dire Ouais. qu'on va avoir 100 bornes de secteurs pavés. Donc ça va être vraiment un gros bordel. Et en plus, si la météo pouvait être en notre faveur avec une bonne pluie, ça peut créer vraiment de gros écarts. On peut avoir un leader peut facilement se prendre 10 à 15 minutes sur une étape comme ça. Ok, donc toi tu annonces la boucherie comme beaucoup de gens, exactement. Oui. Voilà. Effectivement, les pavés démarrent très rapidement, 47,5 km pour le premier secteur pavé. Voilà. Après une étape, faut le noter, qui fait que, entre guillemets, 156 km. Pour une étape pavée, souvent plutôt aux alentours des 200 km pour se rapprocher un petit peu du format C'était classique. prévu à la base. C'était prévu que ça se lance de Compiègne et que ça arrive à Roubaix. C'était censé faire un Compiègne-Roubaix, mais à cause de la Coupe du Monde, ils ont dû raccourcir l'étape. Ah oui, d'accord, ben voilà, très bien. Une chose que je ne savais pas, merci. Du coup, Théo, ton avis sur cette étape que tout le monde annonce comme d'ores et déjà légendaire? Bah, je vais essayer de prendre un peu le contre-pied et dire que je pense qu'au niveau des favoris, ça va quand même beaucoup se neutraliser. Enfin, ça va dépendre, en fait, pour moi, ça va dépendre beaucoup du temps qu'il va faire. On a vu que quand il pleuvait et qu'il y avait les pavés, ça, là, d'accord, il y avait des écarts de fou. On l'a vu, là, c'était en 2014. Ouais, avec c'est ça. Nibali. Avec Nibali, c'était voilà, ça c'était super impressionnant et c'était ouf. Mais je pense que il y a beaucoup comment ça s'appelle les principaux en gros favoris se sont quand même suffisamment entraînés. En tout cas, genre je sens les Froome, les Nibali, les trucs comme ça, ils sont suffisamment entraînés et je pense que finalement, vu qu'ils sont bien entourés en plus, qu'ils vont quand même se neutraliser et qu'ils vont finir avec pas beaucoup d'écart. Après, pour jouer la victoire d'étape, peut-être qu'il y aura vraiment du spectacle de ouf. Mais entre les favoris, je vois pas des écarts de folie, ou peut-être sur quelques coureurs qui ne sont vraiment pas préparés pour les pavés, mais c'est pas plus quoi. Voilà. En fait, l'idée que j'ai, c'est que si tous les favoris craignent cette étape, ils vont tous être frileux et ils vont tous se neutraliser. Mais il suffit qu'il y en ait un qui soit super confiant sur ce genre de revêtement pour qu'il fasse tout exploser. Voilà, c'est ça. Il faut trouver le mec qui a dans les jambes une certaine expérience sur les classiques, qui est capable vraiment de faire exploser la course. Et je suis sûr que si on cherche, on peut en trouver. Moi, j'ai déjà 2-3 noms en tête. Des mecs comme Thomas, des mecs comme Jungels. Voilà, il y a quand même 2-3 noms qui, pour moi, sont potentiellement les dynamiteurs de cette étape. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Awen, tiens, on t'a pas entendu. Je suis le même avec Théo. Je pense que ça va dépendre de la météo. Et ouais, bah honnêtement, après ce qu'on avait vu en 2015, bon, même si c'est pas les mêmes enchaînements, j'ai du mal à voir énormément d'écart. S'il pleut, je pense que ça va être une vraie boucherie. Sinon, ça va être des éliminations sur crevaison. Et puis voilà. Ouais, quoi. mais c'est pas pareil. L'étape des pavés en 2015 a été beaucoup plus courte et il y avait beaucoup Ouais, de pavés. ouais, c'est pour ça. Mais je sais pas, j'ai quand même du mal à voir énormément d'écart entre les favoris. Il y avait genre quoi, 6 secteurs? Ouais, 6 peut-être, je sais secteurs plus. pavés et ça commençait après, il y en avait que sur 25-30 km. Alors que Ouais. là, on a vraiment 100 km de pavés, enfin 100 km avec des secteurs pavés à répétition sur une étape plutôt courte. Donc c'est pas vraiment le même profil. Ouais, j'avoue. Non, mais ouais, enfin, j'ai quand même du mal à voir beaucoup d'écart entre les favoris. Bon, après, on peut se dire qu'il y aura forcément des favoris qui seront éliminés, quoi. À défaut de peut-être d'être une boucherie, elle permettra de faire un petit peu de ménage au classement général avec peut-être 3-4 mecs qui prendront, comme le disait Alex, peut-être une dizaine de minutes et qui diront adieu à leurs espoirs, quoi. Voilà.
Et là, bon, on pense évidemment aux poids un peu plumes, aux mecs qui sont pas très à l'aise sur le vélo. Voilà, moi je croise les doigts pour mon petit Ilnur. Très sincèrement, il fait partie des mecs qui peuvent très rapidement partir par la fenêtre sur ce genre d'étape. Donc voilà, même Dan Martin, ce genre de coureurs qui ont pas le profil pour vraiment briller sur ce genre d'étape, ils vont serrer les fesses, hein, je pense. Bon. Ok, des choses à rajouter sur cette étape ou on enchaîne? Voilà. Eh ben très bien. C'est Voilà. bon, hein. Ce silence est évocateur. Il est temps d'enchaîner. Une question qui est assez importante, je pense que c'est un truc qui est apparu récemment et qu'on voit finalement de plus en plus, parce que cette année il va y en avoir deux. C'est ces étapes des étapes de montagne de sprint, disons presque. C'est-à-dire ces étapes de montagne où on enchaîne 2 ou 3 cols sur une distance très courte. Alors cette année, il y a évidemment l'étape pyrénéenne, l'étape 17, qui fait seulement 65 km, voilà, qui est évidemment la représentante, voilà, c'est le pavillon témoin, parce que elle, c'est le côté extrême d'étapes dites de sprint. Voilà, Bagnères de Luchon, Saint-Lary-Soulan, où on enchaîne Peyreux-Sourde, Val-Louron, et arrivé du coup à Saint-Lary. Mais il y a également une autre étape, c'est l'étape 11, qui est dans les Alpes, elle, qui fait un peu plus, qui fait 105 km, mais on peut dire que c'est aussi un format très court pour une étape de montagne. Quel est votre avis sur ces étapes qui finalement sont une nouveauté sur le Tour de France? On en a déjà eu auparavant, je me rappelle, il y avait une étape de l'Alpe d'Huez, il me semble aussi, l'année où Vauclair était en jeune de mémoire, qui était une étape aussi très courte et finalement qui avait été ultra nerveuse et très intéressante à regarder, avec une victoire de Roland, je crois, ou un truc comme ça. Alors là, je fais appel à ma mémoire encore une fois. Les doutes sont là, mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre des étapes de ce format? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou est-ce que vous pensez que finalement c'est un peu de la poudre aux œufs, de la poudre aux œufs, exactement, de la poudre aux yeux? Allez Théo, je te laisse commencer. Bah moi, c'est vraiment, je pense, dans ce Tour de France, c'est ce qui me hype le plus. C'est les étapes que j'ai le plus envie de voir. Après, ça peut guider complètement. Genre, ça peut en fait juste se résumer à une course de côte, comme on voit sur n'importe quelle, sur beaucoup d'étapes de montagne quelconque. Mais j'ai envie d'y croire vraiment, et j'ai envie de croire que ça va vraiment partir dans tous les sens dès le premier col et pendant les 3 cols. Là, je parle de l'étape 17, mais l'autre aussi, je peux commencer. C'est l'étape qui arrive à La Rosière, voilà, l'étape 11. 11, ok, bah voilà. Les deux, voilà, ces deux étapes, je pense que elles peuvent vraiment donner quelque chose de vraiment bien. Et je les attends avec grande impatience. Voilà. Bon, en fait, voilà, l'idée générale, c'est de faire des étapes où il n'y a pas un mètre de plat et du coup, il n'y a aucun temps mort, entre guillemets. Et vu la distance également, on favorise le fait que les équipes se relâchent jamais, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça sur la théorie, mais dans la pratique, ça nous a donné quand même des jolies choses. Mais j'ai souvenir aussi de quelques étapes qui finalement n'étaient pas forcément si différentes d'étapes de montagne très classiques, quoi. Alex, ton avis sur la question? Ouais, pareil. Moi, je trouve elles sont bien agencées. Généralement, les formats sprint, ils sont après une grosse étape la veille. L'étape de la Rosière est placée après l'étape du Grand Bornand, qui est quand même une étape très compliquée. Et puis, c'est de beaux enchaînements de cols. Il n'y a vraiment pas un mètre de plat. Donc, franchement, pour moi, c'est une bonne idée de la part d'ASO, surtout que il y a beaucoup de cols qui sont inédits. Donc, je pense notamment, je pense notamment aux Alpes, parce que les Pyrénées, ça m'intéresse pas des masses. Mais avec le col du Pré, avec la Rosière, avec le double enchaînement Pré-Roseland, Bizanne en ouverture, etc., ça peut vraiment donner un truc bien avec des beaux enchaînements. Après, la deuxième dans les Pyrénées, le format sprint de 65 km qui arrive à... Là aussi, il est bien placé parce qu'il arrive après Bagnères de Luchon, qui, je tiens à le préciser pour une fois, on n'arrivera pas via le port de Balès. ASO fait des miracles des fois. Et... Mais pour le coup, voilà, le seul truc dont je suis déçu sur ces étapes, c'est le fait qu'on bitume le portet. Voilà. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, effectivement, des travaux qui ont, voilà. Ça aurait pu faire une sorte de mini finestré à la française, mais bon, ils ont décidé de mettre du goudron, effectivement. Voilà. Et concernant l'étape des Pyrénées, 65 km, je crois que c'est des étapes de ce format, entre guillemets, sprint, on a déjà vu, mais je pense que c'est la première fois qu'on va dans une distance aussi extrême, parce que 65 km, c'est ridicule, c'est presque un contre-la-montre, j'ai envie de dire. Bon, même s'il y a quand même 3 cols sur le parcours, donc ça serait un sacré contre-la-montre, mais voilà, en termes de kilométrage, c'est presque à ce niveau-là, en termes d'échelle. Surtout Awen, qu'on va avoir un départ vas-y. en la montre. On va avoir un départ en grille de Formule 1. Ouais, Aussi, c'est vrai. Oui, avec les coureurs du général alignés directement. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des équipiers bien placés. Mais bon, à mon avis, ça va tomber à l'eau parce qu'on sera en jaune et
il va faire rouler ses équipiers dès le pied, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, Awen, ton avis sur la question? Ouais, bah, comme tout le monde, j'attends avec impatience surtout l'étape de Saint-Lary-Soudan. Ouais, bah, c'est une distance, de course de jeunes, quoi. Mais je pense qu'honnêtement, ça peut être, on va être agréablement surpris, je pense. De toute façon, maintenant, c'est soit des très longues étapes, marathon, où tu sais que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des longues étapes vont craquer, ou soit c'est des étapes très courtes, très intenses. Et souvent, maintenant, c'est celle-là qui fonctionne. Donc, je mise plus sur celle des Pyrénées, qui est encore plus courte que celle des Alpes. Mais en tout cas, je pense que les deux, on va être agréablement surpris par les deux. Ok, ok. Très bien. Bon, passons du coup à autre chose. Passons peut-être à... On va parler un petit peu peut-être négativement. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que m'avait dit Alex avant de commencer. Donc je vais de suite partir sur toi dès que j'aurai fini de poser ma question. C'est en ce qui concerne l'arrivée très tardive de la montagne cette année. On a vu ces derniers temps quand même des courses, notamment les grands tours, qui essayaient d'amener le plus rapidement possible la montagne dès la première semaine, dès les premiers jours de course, pour pourquoi pas pour de suite mettre une petite hiérarchie dans le classement général. Et cette année sur le Tour de France, la montagne elle arrive seulement à l'étape 10. Il va falloir attendre quasiment la moitié du Tour de France avant de voir les premiers cols. Et encore, est-ce que vraiment l'étape du Grand Bornand peut être considérée, allez, c'est presque de la moyenne montagne, puisque c'est des cols qui font pas de plus... Oui, ils font moins de 10 km, c'est pour ça, voilà, c'était entre guillemets, mais bon, ouais, c'est de la haute montagne, mais bon, l'arrivée est en descente, etc. Il y aura forcément des dégâts, parce que quoi qu'il arrive, comme c'est la première étape de montagne, il y aura des dégâts. Il y a pas de doute là-dessus, mais bon, c'est pas non plus l'étape la plus dantesque qu'il y a au programme, mais surtout, elle arrive après donc 9 étapes, non pas inintéressantes, hein, loin de là, mais qui présentaient pas des profils montagneux. Donc, quel est votre avis sur la question? Vas-y, Alex, je te laisse commencer. Je sais que c'est quelque chose que t'es pas forcément super chaud. Ah bon, j'avais dit ça, moi? Ah ben ouais, alors le mec de Contrôle Plus qui dit, parce que c'est quand même ce que tu m'as sorti avant qu'on commence à enregistrer. Ouais. Alors, Ouais, non, j'avais dit que ça m'agaçait un peu parce que pas avoir de montagne après 9 étapes, c'est quand même. J'ai envie de dire que ça se fait pas beaucoup sur le tour. Et surtout, ben, ça m'énerve un peu parce qu'on a 3 étapes de plat, enfin vraiment de plat pur. Après la dernière étape vallonnée en Bretagne avant d'attaquer les pavés. 3 ou 2. En tout cas, pour moi, il y a une opportunité manquée quelque part. Mais je pense que si on avait mis la montagne plus tôt, on n'aurait pas pu faire les pavés. Donc c'est donnant-donnant en fait. C'est un risque qu'ASO a pris en mettant plusieurs étapes vallonnées comme en Bretagne ou l'étape des pavés, en pensant qu'il y aurait des écarts là plutôt qu'en montagne. Donc ça peut passer comme ça peut casser au final. Donc voilà. Moi, j'attends de voir. Franchement, j'attends de voir. bon voilà. Après, la montagne arrive assez lentement, on va le dire. On arrive, comme je disais, à la moitié du tour. Mais on peut dire que le programme qui est avant est quand même alléchant. Parce que, comme tu le dis, il y a 2 étapes vallonnées en Bretagne. Il y a les pavés, il y a le contre-la-montre par équipe. Voilà. Le fait que la montagne arrive tard, ça veut pas du tout dire qu'on va s'embêter pendant les 10 premières étapes, enfin les 9 premières étapes du tour. Loin de là. Hein. Sur le papier, c'est très alléchant. Théo, je te laisse enchaîner. Et ben moi, ouais, c'est comme tu viens de le dire, c'est pas grave que s'il n'y a pas de montagne en fait. C'est habituel, le Tour de France, il n'y a quasiment jamais de montagne au début. Il y a eu récemment avec la planche de Belfi qui est arrivée assez tôt, mais c'est tout quoi. Genre on avait Ou le départ en Corse aussi un peu. C'était de la moyenne montagne là, Ouais, littéralement. c'est pas de la montagne. Enfin, il y avait pas eu d'écart, c'était pas de la vraie montagne quoi. Ouais, ça a été un petit flop, ouais, il faut l'avouer. Ouais. Et du coup, moi franchement, je pense qu'elle va être bien cette première semaine parce que on a jamais beaucoup, enfin on a genre jamais plus de 2 étapes de pur plat d'affilée et rien que ça me fait plaisir en fait. Donc clairement, je suis pour cette première semaine comme ça, une première semaine agencée comme ça. Très bien, très bien. Des choses à rajouter sur ce sujet ou même sur le parcours, parce que là, je vais être honnête, ça y est, moi j'ai terminé tous les points que je voulais aborder avec vous. S'il y a des choses dont on n'a pas parlé, que vous voulez évoquer sur le parcours, c'est le moment. C'est le moment libre antenne de la fin de partie parcours. Quelqu'un a quelque chose à dire? Des choses qu'on aurait oubliées? Ouais, peut-être le contre-la-montre d'Espelette.
Ah ben vas-y, oui, on a, C'est ouais, vrai. effectivement, le profil Parce un que petit j'ai peu l'impression que particulier. le contre-la-montre il divise. Il y en a qui disent qu'il est trop dur, il y en a qui disent qu'il est pas assez dur, il y en a qui disent qu'il est trop court, il y en a qui disent qu'il est pas assez court. Euh, Moi, en fait, je trouve qu'il est plutôt bien agencé. C'est un chrono qui est pas trop long, comme ça on garde les espoirs des coureurs français au général bien, Ouais, bien là. tu peux Voilà. carrément dire du coureur français au général, hein, Ouais, des espoirs de Romain Bardet qui sait pas faire des chronos tout simplement. Euh, Avec des difficultés parce j'ai l'impression que ce chrono, en fait, en regardant le profil, il est jamais plat. En plus, il y a une montée de genre 1 km à 10%, donc ça va être assez sympa. Au final, pour moi, le contre-la-montre, il devrait pas être divisé parce que je trouve plutôt bien tracé, plutôt bien agencé et plutôt bien mis. Je vois pas ce qu'un contre-la-montre de 50 km ferait là, puisque là, au lieu d'avoir un contre-la-montre de 50 km plat, on a un contre-la-montre de 30 km vallonné. Donc pour moi, la difficulté en vallon comble la difficulté des 20 km qu'on a plus. Ah, Ah, il y a un chien. C'était moi. Bon après, le truc c'est voilà. que le contre-la-montre, comme tu le dis, est vallonné. Ceux qui peuvent gueuler, du coup, c'est les purs rouleurs qui vont avoir... Enfin, à part sur le contre-la-montre par équipe, mais là c'est très particulier parce que c'est un effort collectif, les purs rouleurs vont avoir aucun endroit durant le tour pour s'exprimer. Les Ah bah ils ont pavés... qu'à aller sur le Giro, voilà. Ouais. En vrai, en pur rouleur, il y a Kung et il y a Bodnar, et c'est tout, en fait. Sinon, Non, mais- tous les autres, c'est des rouleurs qui savent bien passer Mais même vallons. parmi les favoris, tu vois, parmi Oui. les favoris, des mecs qui pourraient, justement, qui pouvaient penser distancer vraiment les grimpeurs, des mecs comme Porte, des mecs comme Froome, Thomas, Roglic, Tu vois, si un jamais. Dumoulin, Oui, ou je même pense Dumoulin qu'il si. il fait quand même des écarts de ouf, Voilà. malgré Tous ce ces truc-là, en mecs-là, fait. tous ces mecs-là vont avoir 0 km sur lequel ils vont pouvoir vraiment faire des Ah, écarts sur les purs grimpeurs. Bon, même si là, bon, ça reste un contre-la-montre, mais vu le profil, c'est typiquement le genre de profil sur lesquels, comme je le disais, les Quintana, les grimpeurs peuvent limiter parfaitement la casse, quoi. Bon, enfin, limiter la cage, je pense qu'ils vont prendre assez cher, hein. Franchement, je prends le pari, mais ils peuvent prendre. Je pense que, à part les Froome et Dumoulin, enfin, si Dumoulin joue bien le général, ils vont prendre minimum la minute et plus, hein. Genre 30 km avec cette difficulté-là, va falloir gérer son effort, hein, vraiment. D'accord, ok. Bon. Franchement, je pense que, ouais, un Bardet va prendre cher. Très bien. Des avis sur la question, Alex, Awen, je sais pas. Ouais, et moi j'ai l'impression que je sais plus comment il était, mais j'ai l'impression que ça ressemble au chrono du Pays Basque, où souvent on a un chrono avec une bosse à plus de %. Ah oui, c'est ça, hein. Enfin, il y a Pays-Bas, c'est le chrono de, c'est Eibar, ils font toujours dans ce coin-là où il y a. Ouais, il me semble Souvent, que c'est ça. Et... Ouais, enfin non, c'est pas exactement la même chose parce que sur le Pays Basque, la bosse, c'est le chrono. Et le chrono, il est beaucoup plus court. C'est genre 18 km. Et la bosse, elle est au milieu et elle fait au moins Elle fait 5-6 4-5 km. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Après, des fois, ils la font. Il me semble qu'il y a des éditions où ils font deux bosses, ce genre de choses. Il y a des éditions qui sont un peu plus longues quand même, où on s'approche justement de la trentaine de kilomètres, hein. Ouais, Non, c'est sûr. sur- sur le Pays Basque. PCM, j'ai jamais vu ça, hein. T'as pas tous les variants, c'est pour ça. Non, mais voilà, je pense que honnêtement, je suis contre des chronos de 50 km tout plat, là, c'est insupportable. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un chrono, honnêtement, où potentiellement tout le monde peut limiter la casse, mais en même temps tout le monde peut perdre. Parce que c'est quand même, si t'es pas dans un bon jour, les 10%, tu perds beaucoup de temps. Ok, bon. Des choses à rajouter sur le parcours ou on enchaîne et on passe au foot vitesse, les sprinters. Voilà, je tâte le terrain, j'ai l'impression que ça y est, j'ai l'impression que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire sur le parcours. Donc je pense qu'on va pouvoir passer donc aux sprinters, donc les fous de la dernière ligne droite. Alors, comment faire? Parce que là, on va être honnête, j'ai fait la liste des sprinters en préparant le truc. Je me suis rendu compte que j'avais au moins, je crois que j'avais quasiment une vingtaine de noms. Donc je me suis dit, on va pas faire 20 mecs, un par un. Sinon, voilà, le podcast qui va déjà durer sans doute un peu plus de 2 heures va durer 5 heures. Donc ça va pas être possible. Du coup, ce que j'ai fait, je vais vous proposer quelque chose que j'adore, les packages de coureurs. J'ai regroupé les coureurs en petites familles. Et donc du coup, on va les évoquer voilà, par 3 ou 4 à chaque fois. Donc le premier package que je peux vous proposer, voilà, on est un petit peu chauvin, c'est le package français. Donc j'ai noté 3 noms. Bon, évidemment, le chef de file des Français sur les sprints, c'est évidemment Arnaud Démare, vainqueur d'une étape en 2017 au sprint sur le Tour de France, dans des conditions un petit peu particulières, on va pas se mentir. On va pas, enfin voilà, un sprint chaotique avec Sagan qui va être viré du Tour de France. Sagan, oui.
Vous avez pas compris que toute ma vie, je vais dire Sagan. Bon, voilà. Il s'appelle pas Karl. Hein. Voilà, donc Sagan, qui se fait virer du Tour de France. Bon, voilà. Vainqueur du coup d'une étape en 2017, le Arnaud Démare. Cette année, il a gagné 2 fois. Une étape de Paris-Nice et une étape sur le Tour de Suisse. Donc, quand même, seulement 2 victoires, mais 2 victoires de beau centime quand même. Pour l'accompagner dans le package français, j'ai évidemment Laporte, qui lui a beaucoup plus gagné, mais sur des épreuves de Coupe de France, disons. Une étape sur l'étoile de Bessèges, 2 sur le Tour de Provence. Il a gagné le Trobro-Léon. Il a gagné une étape sur le Tour de Belgique, mais c'était un contre-la-montre. Il faut quand même le noter, c'était pas un sprint. Et récemment, il a gagné aussi une étape sur le Tour du Luxembourg. Donc voilà, l'autre nom français. Et enfin, le dernier, bon, le petit poussé, entre guillemets, chez les Français, Thomas Bouda. Une étape sur la Ruta del Sol et vainqueur du Cholet Pays de Loire. Voilà, votre avis sur ces 3 coureurs? Là, on parle des 6-7e places hein, avec Bouda. Ah, certes, mais on reste sur les sprinters. 12e, tu veux dire. Bah voilà, alors, sur ces 3 coureurs, quels sont vos avis sur les 3 coureurs? Et on fera un petit aparté quand on aura fini cette analyse sur le cas Bouhanni, hein, rassurez-vous. On va évidemment en parler également. Le fait qu'il soit écarté de la Cofidis pour le Tour de France. Mais d'abord, sur ces 3 coureurs, sur Démare, Laporte, Bouda. Quel va être, selon vous, le niveau de performance de ces 3 mecs? Allez, Théo, je te laisse commencer. Bah moi Démare, au niveau de performance, je le vois quand même gagner une étape en costaud. Là je pense qu'il a bien maturé et maintenant il sait à peu près où est-ce qu'il se dirige en termes de trucs, parce qu'avant on savait pas s'il faisait les classiques, Maintenant je pense que les classiques il les a mis un peu de côté, enfin pas de côté mais c'est toujours une part importante, mais vraiment qu'en début de saison, et après il se focalise entièrement full sprint, et on voit qu'il perd un peu de son punch, on va dire, là au fur et à mesure que les semaines avancent. Du coup je le vois bien gagner une étape en costaud devant un peu tout le monde. Après ça va pas être, je pense, le sprinter qui va rafler toutes les étapes. Je le vois pas du tout faire ça. Sinon concernant Laporte, Laporte sur les sprints de base, je le vois pas faire de très bons trucs, peut-être un top 5 au mieux et encore. Par contre, sur des étapes type Quimper, trucs comme ça, genre avec des petits vallons, mais que lui peut passer et une arrivée au sprint, je pense qu'il peut partir. Et par contre, Bouda, je vois pas faire grand-chose. Peut-être un truc en échappée, mais c'est tout. Ok. Alex, crie ton amour pour Arnaud Démare, s'il te plaît. Alors Démare, je le vois à son niveau, c'est-à-dire jamais gagné, souvent placé, jamais vainqueur. Ouais, comme l'année dernière, il avait gagné. C'était une victoire qu'il a volée hein, quand même. Sagan devait gagner cette étape, je tiens à le dire. Oh là là. Sagan devait être... Hashtag polémique, hein, voilà, cet homme n'a pas peur. Voilà, non, en vrai, Démare, je le vois pas gagner, je le vois finir genre 3, 4e beaucoup de fois, mais jamais vraiment gagner vu la concurrence. Laporte, en fait, je trouve que c'est un bon sprinter, qu'il est meilleur que Bouhanni, qui mérite sa place sur le tour. Mais pareil, je le vois vraiment pas gagner, je le vois vraiment que faire des places d'honneur à chaque fois. Peut-être sur une étape, comme tu as dit, type Quimper, mais même si là, je pense qu'il y a beaucoup trop de ballons pour lui. J'aurais bien une étape avec une petite côte, un petit talus avant la fin, ou qu'il y ait une sélection entre les sprinters. Ou alors que Laporte parte lui-même en échappée sur une étape vallonnée type Carcassonne, par exemple. Et là, je pense que Laporte aurait sa chance. Mais c'est vraiment... Et puis Bouda, non, voilà. Le cas Bouda ne fait pas trop de débat. Hein. J'ai l'impression. Awen, voilà, peut-être un avis différent sur Bouda. Est-ce que tu le vois gagner? Je le vois top 15 et des fois entrer dans le top 10. Mais non, pas plus. Sinon, Arnaud Démare, ouais, je le vois gagner au moins 2 étapes, notamment celle qui arrive chez lui à Amiens. Et j'espère, pourquoi pas, la première étape aussi, avec le maillot jaune. Et Laporte, c'est des top 10, quoi. Et puis, sur quelques étapes où il pourra partir en échappée, je pense. Genre Valence, il me semble d'être dans le genre, où les sprinters n'iront pas forcément aller chercher l'étape. Lui pourra partir en échappée, il pourra essayer de s'imposer comme ça. Mais sinon, non, je le vois lui faire des fonds de table. Ok. Du coup, bon, alors, comme je l'ai dit, évoquons très rapidement, on va pas non plus faire un débat là-dessus. Le cas Bouhanni, j'ai juste envie de vous poser une seule question, c'est quel est votre avis? Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de l'écarter du Tour de France? Parce que bon, Bouhanni, grosso modo, si on exploite la situation, c'est un sprinter qui a eu des difficultés en termes de niveau depuis le début de saison, mais qui semble revenir quand même à un niveau, un bon niveau, on va pas se mentir. Mais néanmoins, c'est un type
qui, dans le collectif Cofidis, a de plus en plus de mal, et on peut dire que ça peut être une source, bon, même pas ça peut être, ça sera, ça aurait dû être une source de conflit au sein de l'équipe Cofidis, de conflit relationnel, parce que voilà, le mec ne s'entend pas vraiment avec ses coéquipiers, il est, voilà, voilà. Donc, à votre avis, quelle était la bonne décision de l'écarter, et donc du coup de se préserver disons, des aspects extrasportifs compliqués avec Boigny, ou de le faire venir quand même, parce que ça reste, mine de rien, sans doute la meilleure chance de Cofidis de briller sur les sprints massifs, avec tout le respect que j'ai pour Laporte, et malgré le fait qu'il ait beaucoup progressé cette année. Vite fait, un tour de table. Allez, Awen, je te laisse la parole, je te laisse enchaîner. Bah, Oui, déjà, non. comme en Boigny, pour moi, c'est logique qu'il y soit pas. Mais à un moment donné, si t'es pas capable de gérer, il y a une sanction derrière, et la sanction, c'est le tour de. Là, faut. Et puis, Laporte aussi, il a été très satisfaisant, même si Boigny revenait bien. Mais Laporte mérite tout amplement également sa place. Hein. Je veux dire, sportivement, j'ai pas vu énormément de différence entre les deux. Et c'était un peu au même niveau, et puis effectivement, le comportement, ça joue énormément. Et il l'a payé. Voilà. Bon, après, Boigny qui sans doute changera d'équipe l'année prochaine, donc peut-être qu'il nous fait une. Bon, c'est pas la même forme, mais c'est un petit peu l'image d'un cocard. Voilà, on mise sur Laporte parce que lui, on sait que l'année prochaine, il sera toujours chez Cofidis, puisqu'il a signé jusqu'en 2021, il me semble. Il y a quelques jours, Ouais. là. Voilà, donc c'est sur le long terme, Laporte en tout cas. Théo, ton avis sur le cas Boigny? Et bah, moi, c'est le même qu'Owen. Il mérite pas sa place sur le tour. Hein. Je veux dire, ok, il aurait pu peut-être scorer, mais son comportement est vraiment pas celui de quelqu'un qui mérite d'aller sur le tour. Rien que pour ça, alors que Laporte, au contraire, lui, au départ, il a beaucoup travaillé pour Boigny. Maintenant que ils sont tous les deux à peu près sur un pied d'égalité, lui le voit bien, alors que Boigny, j'ai l'impression qu'il voit pas ça d'un très bon œil. Du coup, Ah bah, Non, t'as même pas besoin de douter là-dessus. C'est-à-dire que Oui, voilà, l'ego non, en a pris un grand voilà. coup là. Voilà, et donc du coup, ouais, clairement, je suis plutôt content que Boigny ne soit pas là alors que Laporte soit là. Ok. Et le dernier, Alex, est-ce qu'il viendra au secours de Nasser? Non, même pas. Nasser Bouhanni, en fait, je trouve qu'il a déjà laissé passer sa chance sur le tour. Ça fait plusieurs fois qu'il le fait. La première fois, on peut l'excuser, il était malade. Mais après, il a vraiment enchaîné les bourdes sur le tour. Donc, au final, c'est logique qu'un jeune qui arrête pas de scorer, de faire des bons résultats, qui mérite sa place, vienne lui piquer. Et de toute façon, je pense que pour Cofidis, Laporte est un bien meilleur espoir pour une victoire d'étape que Bouhanni, ne serait-ce que pour ses résultats et le comportement, je veux dire la synergie avec l'équipe. Ok. Du coup, je passe à un nouveau package. Je passe au package passe-partout. Voilà. On est en mode c'est l'été, c'est Fort Boyard, on s'en fout. Donc du coup, j'ai 5 noms là, de sprinters qui passent plutôt bien les bosses. Donc voilà, faudra noter leurs noms. Et sans doute aussi pour les étapes accidentées, mais aussi pour le maillot vert, parce qu'on a vu ces dernières saisons que c'est surtout ces genres de coureurs qui sont en lutte pour le maillot vert, justement parce qu'ils arrivent à se placer sur l'étape de pure sprinter, mais ils arrivent également à aller prendre des points sur les profils un peu plus compliqués. Et évidemment, le chef de file dans ce domaine, c'est un mec qui a 5 maillots verts dans les bagages, d'ores et déjà. C'est Peter Sagan, bon, qui l'année dernière, donc quand on évoquait Desmar, n'a pas terminé le tour, suite à la chute plurielle sur l'étape qu'avait remporté le français. Donc voilà, donc Peter Sagan cette année, c'est une étape sur le Tour d'Down Under, c'est Gent-Wevelgem, c'est Paris-Roubaix, c'est une étape sur le Tour de Suisse, et c'est vainqueur de ses championnats nationaux. Bon, même si c'est sans doute pas la victoire la plus compliquée de sa carrière. Ensuite, dans le même profil, celui qui est vainqueur sortant du classement par points, Michael Matthews, qui cette année, malheureusement, c'est très compliqué pour lui. Il a une victoire quand même au compteur, mais c'était même pas sur un sprint, c'était le prologue du Tour de Romandie. Donc voilà, beaucoup de doutes le concernent. J'ai ensuite Sonny Colbrelli, qui cette année a gagné une étape sur le Dubai Tour et une étape sur le Tour de Suisse tout récemment. Donc attention à lui, même s'il a tendance à démarrer ses sprints à 800 mètres de la ligne et à les arrêter à 400 mètres. Bon voilà, peut-être qu'il va apprendre cette année qu'il va arrêter ça. Un autre homme très bon cette année, très régulier, c'est Daryl Impey, qui lui aussi a un profil passe-partout. Vainqueur du Tour Down Under, double vainqueur sur ses championnats nationaux contre la montre en ligne en Afrique du Sud, et récemment vainqueur d'une étape sur le Dauphiné. Et enfin, le dernier que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Kurt Nielsen, le Danois. Une étape sur le Tour de Man cette année, et une étape sur le Tour du Urchar. Bon, c'est pas le nom le plus ronflant, mais bon, il fallait bien le mettre dans une catégorie, du coup il s'est retrouvé là. Donc votre avis sur ces 5 hommes? Est-ce que, bon voilà, vous n'êtes pas forcément
obligé de les évoquer tous si vous pensez qu'Impe et Cortez vont rien faire. Voilà, j'ai pas à vous demander de me dire ils vont rien faire. Hein. Le fait que vous les évoquez pas parlera de lui-même. Alex, je te laisse commencer. Alors, t'as cité tellement de noms que j'ai eu du mal à... Alors, je te les refais, il n'y a pas de Vas-y. souci. Peter Sagan, Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Daryl Impey et Magnus Cort Nielsen. Ok. J'aurais bien mis Fernando Gaviria aussi dans cette liste parce qu'il passe plutôt bien les boss. Ouais, mais bon, c'est un profil un peu plus sprinter que sprinter puncher. Ouais. Il a sa catégorie à lui. On va garder ces 5 noms-là. Alors déjà, pour commencer, Peter Sagan, à mon avis, c'est le futur maillot vert. Il l'a laissé passer l'année dernière avec sa disqualification. Il va revenir avec la hargne cette année. C'est un très bon coureur. Il n'est plus à prouver. Il va claquer 2-3 étapes. Il va aller chercher son maillot vert. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord qu'il va performer. Sonny Colbrelli, c'est celui dont j'attends le plus de la liste que tu as citée. Parce qu'il arrive justement à passer les boss, donc une étape sur Pau par exemple peut lui convenir. Après, le problème c'est que sur ce Tour de France, on n'a pas vraiment d'étape où il y a une étape compliquée, mais pas trop en fait pour les sprinters, donc ça va être un peu chaud, je dirais. Il y a Michael Matthews que je verrais bien sur une étape comme celle de Quimper, mais ouais, comme tu as dit, il n'a pas vraiment performé cette saison, donc c'est dur vraiment de voir où est son vrai niveau. Moi, personnellement, je pense qu'il peut quand même aller chercher son étape, sinon il fera des tops, enfin, il fera quelques top 5 sur les sprints massifs. Magnus Cort Nielsen, j'en attends pas grand chose. Pareil, je vois faire beaucoup de places d'honneur, mais jamais vraiment gagner. Et le dernier, c'était Impey. Impey. Impey, je pense pas qu'il jouera les sprints. Perso, je pense plus qu'il jouera les échappées, ou alors, s'il joue les sprints, c'est vraiment sur ceux qui sont vraiment dans des trucs vallonnés ou alors en petit comité. Je pense qu'il jouera jamais la victoire sur un gros sprint massif. Je pense plutôt comme l'année dernière en fait, qu'il jouera les échappées ou justement les arrivées comme à Pau ou à Valence par exemple. D'accord. Ouais. Voilà. Après, Impey, le fait qu'il peut changer d'objectif par rapport à l'an passé, c'est un petit peu la nouvelle dimension. Alors là, je mets des guillemets parce que c'est pas non plus une explosion totale, mais c'est clairement, sur cette année, il fait la meilleure saison de sa carrière pour l'instant, donc ça peut lui donner des idées. Surtout dans une équipe Mitchelton où il sera, enfin, il y a personne d'autre pour les sprints, quoi. Il y a aussi Greg Van Avermaet, t'en as pas parlé également. Ah ouais, Greg Avermaet, je l'ai même pas mis dans les sprinters, ça, sincèrement. Mais si tu veux en parler... C'est qu'il a une bonne pointe de vitesse, pas aussi bonne que celle de Sagan, mais si ça arrive en petit comité, attention à lui également. Ce sera dans les passe-partout qu'on aura à la fin, je pense. Ouais, bon, après... Van Avermaet, c'est un mec qui est entre les deux, qui peut rentrer dans cette catégorie-là aussi. Hein. T'es obligé un peu de mettre GVA avec. Voilà. C'est vrai que Van Avermaet peut très bien se montrer sur les étapes en Bretagne, ce genre de choses, sur les étapes. Après, sur les sprints massifs, enfin, je pense qu'il les jouera même pas hein, de ce côté-là, parce que le maillot vert n'est pas un objectif pour lui. Hein. À moins qu'il nous ait caché des choses, ça m'étonnerait qu'il le joue. Awen, ton avis sur ces noms-là? Sagan, Matthews, Colbrelli, Impey, Cort Nielsen? Est-ce que tu as des choses à dire? Déjà, Impey, je pense qu'il sera comme Laporte. S'il parvient à jouer les sprints, ce sera dans les échappées. Sinon, je le vois pas du tout. Sonny Colbrelli, son sprint en Suisse, qui était super impressionnant, où il était parti de super loin et qui remporte. Je pense que s'il maintient la même puissance et il est capable de rééditer le même exploit, il peut être une petite surprise. Un peu comme pour une vegan l'année dernière. Sinon, Sagan, maillot vert, hein, ils sont pas trop de... Matthews, clairement, je le vois pas du tout rivaliser. Sagan, il va partir pour un 6e maillot vert tranquillement. Ok. Bon, après, le sprint de Colbrelli, il montre qu'il est toujours pas soigné du fait de démarrer ses sprints de méga loin et de s'écrouler après. Bon, là, il s'est pas écroulé, mais Oui. Voilà, en juillet, c'est possible que ça soit l'inverse. Hein. Oui, aussi. Théo, ton avis? Alors, sur Sagan, c'est pareil que Alexine. Tout le monde est d'accord sur Sagan. Hein, là, il n'y a pas de souci. Colbrelli, plutôt comme Awen, je pense qu'il il peut faire quelque chose de bien. Il a l'air d'être pas mauvais cette année. Impey, je le vois pas faire un truc de ouf. Non, Matthews, j'aimerais bien. Moi, ce que j'ai bien aimé l'année dernière, c'est quand il était dans les échappées, etc., et qui se donnait à fond. C'était vraiment cool à regarder. Du coup, j'espère qu'il jouera encore le maillot vert et en faisant un peu des trucs comme ça, genre qu'il est en montagne, qui tenait un maximum de col, et puis pour faire le sprint qu'il y avait au bout de col.
Ça, c'était bien. Et Magnus Carl Nielsen, le problème pour lui, c'est que ses sprints de prédilection, c'est les sprints en boss, et il y en a pas. Enfin, le seul qu'il y a, c'est celui de Quimper, justement. Et ça me paraît trop dur pour lui. Il y a toutes les boss qui avancent, c'est dur. Du coup, c'est dommage pour lui. Parce que sur les sprints en boss, là, on l'avait vu, je sais plus, je crois que c'était. Oui, Yorkshire. Ouais, où il explose. Ouais, c'est ça. Et ça m'avait vraiment impressionné, du coup, dommage qu'il n'y en ait pas pour lui, quoi. Ok. Bon, je note que à peu près tout le monde est d'accord sur le maillot vert de Sagan. Hein. Et je note aussi que finalement, tout le monde attend beaucoup de Colbrelli. Donc voilà, Colbrelli est un nom à retenir pour les sprints un peu compliqués, même les autres de ce Tour de France. Voilà, ok. Ensuite, nouveau package. C'est le pack germanique. J'ai pas dit allemand parce que j'ai rajouté un autre mec dedans. Voilà, vous allez comprendre. Donc d'abord, le premier, évidemment, un homme qui avait brillé l'an passé sur le Tour de France sur les sprints, c'est bien entendu Marcel Kittel. Mais Marcel Kittel, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Il a quitté Quick-Step, il est allé chez Katusha, et il est pour l'instant sur une saison 2018 très compliquée, avec seulement 2 victoires d'étape sur Tirreno Adriatico. Autant vous dire qu'il aborde le Tour de France pas du tout en confiance. Donc voilà, à voir s'il se ressaisira et on retrouvera le Kittel de l'an passé. Je vais vous poser la question et je vous laisserai en débattre. Ensuite, j'ai André Greipel aussi. Qui lui, dont on avait annoncé depuis 5 ans le déclin, mais qui continue son petit bonhomme de chemin. 2 étapes sur le Tour d'Amander cette année, 2 étapes sur les 4 jours de Dunkerque, 2 étapes sur le Tour de Belgique. Bon voilà, c'est peut-être un standing un peu moins de ce qu'il avait l'habitude au niveau des victoires, mais en tout cas, elles sont toujours là. Toujours chez les Allemands, John Degenkolb, qui avait brillé en début de saison en gagnant 2 manches du Trophée au Mallorca, mais qui depuis, il n'y a plus de victoire. Mais bon, ça reste Degenkolb, ça reste un sacré nom, donc citons-le. Voilà, et le dernier, bon, il est pas allemand, mais bon, c'est pour ça que je disais germanique, c'est Groenewegen, voilà, bon, il est hollandais, mais bon, à certaines époques, la Hollande, c'était une périphérie de l'Allemagne, ça faisait partie de l'Allemagne, hein, voilà, bon, on va pas se mentir. Et Groenewegen, c'est cette année énormément de victoires, je me demande d'ailleurs si c'est pas un des coureurs qui a le plus gagné de tout le peloton. Le troisième, il me semble. Voilà, donc, c'est une étape sur le Tour de Dubaï, c'est 2 étapes en Algarve, c'est le Kurne-Bruxelles-Kurne, c'est une étape de Paris-Nice, 3 étapes sur le Tour de Norvège et récemment une étape sur le Tour de Slovénie. Donc voilà, il aborde la course avec pas mal déjà de victoires dans les bagages. Donc voilà, Kittel, Greipel, Degenkolb, Groenewegen, ils sont 4. Qui sont selon vous les coureurs qu'il faudra suivre particulièrement et qui brilleront sur ce Tour de France? Awen, je te laisse commencer. Déjà, Greipel, ça faisait je sais plus combien de Tours de France d'affilée. Ça faisait 6 Tours de France d'affilée qui gagnaient au moins une étape. Et l'année dernière, il n'a pas réussi, malgré plusieurs deuxièmes places. Mais cette année, je le revois bien regagner encore une fois. Degenkolb, malheureusement, je le vois pas du tout. C'est vrai que depuis son accident, il a plus du tout le même niveau. Et puis Kittel également. Kittel, c'est l'inconnu, c'est le gros point d'interrogation. Il n'arrive plus à sprinter, il fait des sprints à reculons. Et ouais, c'est un gros point d'interrogation sur lui. Et Groenewegen, c'est également... cette année, je le vois pas gagner, malgré son énorme début de saison. Je le vois pas du tout gagner, mais il sera présent sur le podium, plusieurs fois sur le podium. Mais ouais, voilà, je pense que dans les 4 là, c'est Greipel qui remportera le plus d'étapes de ces 4. Ok. Bon voilà, donc le lobby germanique sur le sprint recule un petit peu parce que depuis quelques années, c'était eux qui dominaient. Mais voilà, avec le retrait un petit peu de Kittel, cette année, le retrait de Kittel un petit peu dans la hiérarchie, c'est plus trop le cas. Alex, ton avis? Je suis sûr que tu vas nous parler de Groenewegen parce que quand même, rappelons-le, tu avais dit avant tout le monde, tu avais annoncé la victoire de Groenewegen sur les champs et voilà, et le mage en toi avait raison. Groenewegen, c'est un peu mon point là cette année également. Je pense que c'est celui des 4 qui va remporter le plus d'étapes. Il vient avec, je crois que c'est le 2e sprinter qui a marché le mieux après Viviani cette année. Et Sagan dans une moindre mesure, mais Sagan ça compte pas vraiment parce que ses victoires c'était pas vraiment sur les sprints massifs. Donc je pense que c'est un des contenders au maillot vert s'il arrive comme l'année dernière à passer la montagne, parce que cette année la montagne est un peu plus corsée que l'année dernière, mais ça devrait pas être un souci. Je pense qu'il peut gagner beaucoup d'étapes de plat. À voir combien après, parce que la concurrence cette année elle est très rude sur le plateau des sprinters. D'ailleurs le Tour de France, comme d'habitude, c'est un grand tour où il y a énormément de concurrence. Voilà, Greipel, j'avais mes doutes jusqu'aux 4 jours de Dunkerque où il nous a sorti vraiment. Bon, c'est les 4 jours de Dunkerque, c'est pas une vraie épreuve, mais
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le lobby Mais va voilà. peut-être faire mal, hein. Mais Fais attention à ce voilà. que tu dis quand même. ah, c'est pas de ma faute. Non, mais voilà, tu moi, pouvais je- dire, ce n'est pas une épreuve niveau World Tour. Mais de le dire que c'est pas une vraie épreuve. Voilà, attention. Hein. Là, tu Ah, t'exposes à d'accord. à des représailles que. Enfin, moi, je te laisse responsable de tes propos. Hein, mais. Enfin bref, moi, Greipel, je pensais qu'il était fini, mais bon, voilà, cette course a prouvé qu'il pouvait encore remporter des étapes et avec la manière, dont une étape en échappée sur des pavés en plus. Donc, Greipel, pourquoi pas. Kittel, j'attends de voir. Il nous sort l'année dernière aussi, il avait fait une saison absolument nullissime avant le Tour de France et il l'avait claqué quoi, 4 étapes, 5 étapes? Un certain nombre d'étapes, quoi qu'il Je arrive. sais plus, 4 ou 5, je sais. C'était pas si nullissime que ça quand même. Ouais, mais en tout cas, il Kittel. avait fait une saison plutôt en dedans, voilà. Pas aussi en dedans que cette année-là, mais une saison quand même en dedans. Il était revenu sur le tour, il avait gagné 4 ou 5 étapes. Donc là, il peut encore gagner. Degenkolb, par contre, j'y crois pas du tout, tout simplement. Pas assez de références cette saison, à part ses victoires à Majorque, mais ça date déjà de février. Donc trop loin pour moi, à mon avis, Degenkolb, il fera pas grand-chose, à moins d'être une 5e, 6e place par-ci par-là, voilà. Ok, ah oui, carrément. Là, toi, tu vas même une 5e ou une 6e place. Voilà, ok. Théo, ton avis? Je crois que c'était le dernier qu'on a pas entendu. Ouais, je suis dernier. Moi, je pense qu'il y en a deux noms qui se dégagent pour moi. C'est Groenewegen, parce que déjà, il a gagné l'étape des champs et que son nombre de victoires parle pour lui. Et Kittel, que moi, je sens bien. Je le sens bien en claquer 1, 2, 3. Enfin, je sais pas combien, mais enfin, genre un certain nombre. Et Kittel, je sens qu'il va créer la surprise et qu'il va encore être là au rendez-vous cette année. Degenkolb, je prie pour qu'il réussisse, parce que j'adore ce coureur, mais voilà quoi, c'est pas ça en ce moment. Et moi, genre, je suis le fan de l'auto, mais je suis celui qui croit le moins en Greipel. Cette année, j'ai bien peur que ça se passe pas très bien pour lui. Parce que vous avez parlé de ses victoires, sauf qu'en fait, ses victoires, c'est pas du sprint. Enfin, la victoire aux 4 jours de Dunkerque, c'est pas une victoire au sprint. Hein. C'est une victoire en costaud qui fait genre en haut du mur, je sais même plus, je sais plus comment il s'appelle. Moncassel. Moncassel, voilà. Du coup, ouais, non, Greipel, pour moi, je pense que c'est vraiment celui qui peut pas trop s'en sortir. Est-ce que ça serait enfin l'année de trop qu'on annonce sur le podcast depuis 8 ans? Mais j'espère qu'il me fasse mentir, parce que la loto. Ok, bah et oui, j'espère aussi, parce que Greipel est un de ces cyclistes très sympathiques, on va pas se mentir. Il est Ouais. très sympathique. Ouais. Voilà. Et j'avoue que, ouais, moi aussi de mon côté, s'il y en a un qui peut faire une razzia, Groenewegen se place quand même parmi les top contenders avec Gaviria, etc., dont on va parler juste après. Du coup, maintenant, j'ai plus de package, ça y est, c'était les 3 packages que j'avais, et maintenant, en fait, c'est les mecs qui rentrent dans aucune catégorie, du coup, je savais pas où les mettre, du coup, on va les parler un par un. Alors, il y a Christophe. Alors Christophe, c'est limite j'aurais pu le mettre dans le paquet germanique parce que mine de rien la Norvège, à une certaine époque, faisait aussi partie de l'Allemagne. On aurait pu mettre les Français dedans aussi. Ah bah ouais, mine de rien. Ah c'est dingue, hein. L'Allemagne ça allait vachement loin quand même. Avant de l'histoire. Du coup, enchaînons avec Christophe, qui donc a droit à sa catégorie tout seul. Christophe, une étape sur le Tour de Man, une étape sur Abu Dhabi, le Grand Prix de Francfort et le Grand Prix du canton d'Argovie. Voilà, 4 victoires cette année. Voilà, il est plus dans ces grandes années où il faisait partie. Voilà, c'était quoi? C'était 2013, 2014, ces années-là où il carburait. Il avait terminé la première partie de saison avec plus de 10 victoires au compteur. Bon, on n'est plus dans ce genre de Christophe-là, mais on reste quand même sur un mec, bon voilà, qui fait le boulot, à défaut d'être extraordinaire. Votre avis sur le sprinter norvégien? Une victoire en poche cette année ou il rentre bredouille à Oslo? Allez, Awen, je te laisse commencer. Il rentrera bredouille à Oslo. Hein. Je le vois vraiment pas s'imposer. C'est vrai qu'il est vraiment sur le déclin d'année en année. Ça va être depuis 2014 qu'il baisse petit à petit, même s'il remporte quelques victoires assez intéressantes. Il a quelques places, comme par exemple 4ème à Milan-San Remo, c'est comme ça. Mais non, vraiment, lui, il est même pas un top 5 au maximum, quoi. Ah oui, alors là, oui. À l'image d'Alex concernant Degenkolb, tu es très très pessimiste. Ok. Bon, voilà. Bon, après, Christophe, moi, l'année dernière, il faisait très très peur avant de démarrer le Tour de France, parce que l'année dernière, il était particulièrement cramoisi, il avait l'air, je me rappelle du Tour de Californie, où il n'arrivait même pas à dépasser Zabel, qui était son lanceur, enfin, il semblait particulièrement cramé avant de faire le Tour de France,
Et bon, et sur le Tour de France, il n'est pas forcément brillé, mais cette année, j'ai l'impression quand même qu'il est un petit peu plus. Enfin voilà, les signes sont un petit peu moins négatifs le concernant. Après, c'est surtout aussi parce qu'il y a énormément de sprinters. Aussi, ouais, bon, c'est sûr qu'il y a une énorme concurrence, mais bon, voilà, je suis plus rassuré par Christophe par rapport en 2018 que par rapport à 2017. Bon, après, ça veut pas dire qu'il gagnera une étape, hein, loin de là, mais bon, je le mettrai pas parmi les énormes fails, hein. C'est un mec qui, à mon avis, risque de collectionner, pourquoi pas les top 5, hein. Bon, voilà. Théo, ton avis sur le Danois, non, le Norvégien. Je pense comme toi, ouais, c'est que je le vois pas je le vois pas gagner, mais je le vois toujours être bien placé parce qu'il a quand même de la puissance et tout, donc ouais, faire des top 5 très régulièrement et 2-3 podiums sans souci. Genre voilà, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'en fait, on parle qu'il fait une année pas ouf, mais comme d'hab, il fait plein de petites placettes partout, ce qui lui rapporte pas mal de points. Et c'est pour ça, genre, on voit là, je sais plus où, bah, sur PCS, bon, même si c'est pas très fiable, mais il est censé être 3e meilleur sprinter. Derrière Sagan et Viviani. Du coup, Surtout, ouais, il fait énormément de places d'honneur. en fait, il fait justement, et c'est grâce à ses places d'honneur. Et du coup, bah moi, je vois qu'il continue dans cette veine-là sur le Tour de France et qu'il va continuer à faire des places d'honneur, mais qu'il va pas gagner. Ok. Alex, t'es le dernier à Ouais. passer. Tout a été dit sur Christophe. En revanche, il passera tout près d'une victoire d'étape, un peu comme Arnaud Démarche. Je pense qu'il fera 2e sur une étape. Voilà. Ok, c'est noté. Du coup, j'ai plus que 2 noms. Bon, voilà, je vais garder entre guillemets le meilleur pour la fin. Parlons peut-être d'un nom qui va nous faire un petit peu... Voilà, ça va nous foutre un petit peu le bourdon. Cavendish qui malheureusement n'est plus que l'ombre de lui-même depuis maintenant, allez, 1 an et demi, on va dire. Mark Cavendish, l'homme qui a 35 victoires, je sais même plus tellement c'est énorme le nombre de victoires qu'il a sur le Tour de France au sprint, qui cette année a une seule victoire dans la poche, c'est sur le Tour de Dubaï, et qui mine de rien, ben voilà, se présente à nouveau sur le Tour de France, mais qu'espérer de sa part. Et même en même temps qu'on évoque Cavendish, on pourrait presque se poser la question, est-ce que ce serait pas Boasson-Hagen la meilleure chance du côté de la dimension data pour les sprints? Boasson-Hagen, bon, qui a pas non plus un bilan extraordinaire cette année non plus, il a une étape sur le Tour de Norvège, mais bon, enfin, c'est pas forcément moins bon que Cavendish qui est censé être son leader, donc Cavendish, qu'attendre de lui? Boasson-Hagen peut-être allez Théo Eh ben, on a vu que Boasson-Hagen l'année dernière, il avait très bon remplaçant à Cavendish et qui était super costaud sur les sprints, sur les sprints. Ouais, parce que Cavendish effectivement avait abandonné, toujours pareil sur la même étape, suite à sa collision avec Peter Sagan. C'est ça. Et du coup, bah, je sais pas du tout quoi attendre de Cavendish. Enfin, il y a quelques années, même si quand il faisait des années un peu nulles, sur le Tour de France, il arrivait à se ressaisir et faire un beau tour. Là, c'est vraiment vide, mais genre en même temps, il a tellement peu de chance qu'on peut pas savoir en fait son vrai niveau, quoi. Genre, il a fait que chuter tout le temps. Ouais, c'est 2016 où il fait une première partie de saison, enfin voilà, il gagne 2-3 trucs, mais bon, il y a rien de ouf, Ouais, et c'est bam, ça. il gagne 4 étapes sur le Tour de France, voilà. C'était voilà, tout le monde l'annonçait un peu fini et pourtant il était là. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je sais ni sur EBH ni sur Cavendish. J'attends de voir. Ok. Bon, Cavendish, c'est 30 victoires d'étapes sur le Tour de France, voilà, ça classe un homme. Awen? Je suis un peu le même avis, je sais pas trop. Gros point d'interrogation sur les deux sprinters de cette équipe. Parce que Cavendish, quand même, il a enchaîné les blessures et comme il a déclaré, je sais plus, hier ou avant-hier, que c'était depuis sa chute à cause de Sagan qu'il avait peur maintenant qu'il n'arrivait plus à sprinter. Et ouais, Boasson-Hagen en tant que remplaçant, il fait une saison, c'est la moins bonne depuis qu'il est chez Dimension Data, pour le moment. Donc j'espère qu'il sera quand même capable de faire comme l'année dernière et d'aller titiller même Kittel, où il a été à quelques millimètres de la victoire. Mais ouais, Cavendish, je sais pas du tout. Vraiment. Ouais, l'année dernière, il a quitté le Tour de France sur chute, mais il faut se souvenir que cette année aussi, sur Milan-San Remo, il nous fait un soleil incroyable, Mark Cavendish, hein. Donc voilà, niveau chute, il n'a pas été verni l'an passé, mais cette année aussi, il a mal démarré, donc voilà. Mais il a fait que ça. Voilà, c'est ça. Alex, ton avis sur... C'est pas Cavendish qui avait abandonné même avant le départ réel Abu Dhabi à cause d'une chute d'ailleurs? Oh, tu m'en demandes beaucoup là, hein. Fort possible. Il y a moyen. Oui. Ouais, bon. En tout cas, il a DNF sur la première étape du Tour d'Abu Dhabi. Ouais, voilà. Il y a moyen que ça se passe.
Donc en gros, Cavendish, j'y crois pas, mais Voisenhagen, j'y crois pas vraiment non plus. J'y crois plutôt en revanche sur une échappée comme l'année dernière, comme le Salon de Provence. Et c'est à peu près tout. C'est deux sprinters qui arrivent vraiment en fin de carrière, j'ai l'impression. Cavendish, il est beaucoup trop vieux pour gagner à présent. Je me souviens encore de son Tour 2009 où il avait le maillot blanc, où il avait gagné 7 étapes et tout, mais maintenant, Bah, il a 33 ans. Il a 33 ans. Il est pas si vieux que ça, en fait, hein, 33 ans. Bah, c'est pas non plus un c'est- vétéran de 35 ou 36 ans, tu Bah vois. presque, C'est pas presque Gretel. parce que... Ouais, mais lui, il perf plus, Cavendish. Cavendish, j'ai l'impression que c'est le début de la fin, là. S'il gagne pas sur le Tour de France, il va falloir qu'il commence à se questionner sur son avenir de sprinter et de coureur cycliste, tout simplement. Oui, bon après voilà, après c'est sûr que les coureurs sont pas tous égaux face à l'âge, hein. Il y a des coureurs qui vont réussir à performer jusqu'à très vieux, il y en a d'autres qui passé la trentaine commencent à galérer. Et bon, Cavendish a l'air d'être un de ces derniers là, malheureusement. Ok. Bon, des choses à rajouter sur The Man Express où on enchaîne avec le dernier coureur. Vous avez tous compris de qui je veux parler, hein. C'est le seul qu'on n'a pas encore évoqué parmi les sprinters. Oui. Timothy Eh oui. Dupont. Il y a une catégorie spéciale pour les no-names que j'ai pas encore balancé. Attendez, elle arrivera juste derrière. Non, évidemment, c'est Fernando Gaviria, vainqueur l'an passé de 4 étapes, il me semble, sur le Giro. 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Toujours est-il que cette année, c'est une victoire d'étape sur le Tour de San Juan, c'est 3 victoires d'étape sur la Colombia Oroz Ipaz, enfin la course par étape en Colombie, et 3 étapes sur le récent Tour de Californie et sur le Tour de Suisse. Il a fait 3 fois second, il me semble, récemment. Ouais. Donc voilà. Et c'est un des coureurs qui se posait dès le début de saison, dès qu'il a annoncé qu'il faisait le Tour de France, il se posait comme un potentiel épouvantail sur les sprints massifs sur le Tour. Et il fait une bonne saison, même si peut-être en deçà de ce qu'on attendait de lui, parce qu'on attendait à ce qu'il déblaye tout sur son passage. Et finalement, bon, il a déblayé quand même pas mal, parce qu'il a quand même une bonne série de victoires dans les poches, mais peut-être pas autant qu'on pouvait s'y attendre. Donc voilà, Gaviria, est-ce que c'est une future Razzia pour lui, ou est-ce que c'est un mec qui va être très fort, qui peut gagner des étapes, mais qui sera pas surdominateur comme on pouvait peut-être, comme beaucoup en tout cas pouvaient le dire en début de saison. Allez Alex, je te laisse commencer, ça fait longtemps que tu termines les débats, donc vas-y. Je Lance-toi. pense que très clairement oui. Je dirais que c'est avec Dylan Groenewegen l'un de mes grands favoris pour remporter le plus d'étapes sur ce Tour de France. Même il a fait une saison un peu en deçà des espérances, il a quand même fait une grosse saison, faut pas se voiler la face. En Suisse, il a laissé gagner Arnaud Démare pour le mettre en confiance avant le Tour de France. Hashtag complot. Voilà. Non, mais c'est une personne très sympathique, ce Gaviria. Il était un peu dans l'ombre de Viviani chez Quick-Step, qui est quand même l'autre sprinter qui, lui, a vraiment performé partout, tout le temps, sur toutes les courses. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on parle un peu moins de Gaviria, c'est justement parce que Viviani, lui, il a tout explosé, tout fait, tout raflé. Mais Gaviria, c'est quand même le gros sprinter de Quick-Step sur ce Tour de France. Et à mon avis, rien l'empêchera d'aller chercher le maillot jaune sur cette première étape en Vendée. Ouais, et d'ailleurs, voilà, un truc que j'ai pas dit, c'est évidemment, et qui est très important, c'est qu'il fait partie d'une certaine équipe qui s'appelle Quick-Step, qui est une équipe qui domine les sprints massifs sur les grands tours depuis maintenant 2 ans. Comme je le disais, je l'avais déjà sorti cette stat au moment du Giro. Sur le Giro 2017, ils ont gagné 4 étapes. Sur le Tour de France 2017, ils ont gagné 4 ou 5 étapes avec Kittel. Sur la Volta, pareil avec Trentin. Cette année, ils ont fait la même sur le Giro avec Viviani. Bon voilà, c'est une équipe qui, en termes de sprint massif, n'a plus rien à prouver. Et il sera, avec autour de lui, une armada et une dream team en termes de sprint massif. C'est presque le descendant de la HTC Columbia de Cavendish des années 2009-2010, quoi. C'est en matière de préparation au sprint, c'est ce qui se fait de mieux actuellement, même si c'est dans un style un petit peu particulier, parce qu'on les voit pas pendant très longtemps, ils débarquent dans le dernier kilomètre, mais bon, dans le dernier kilomètre, ils font la nique à tout le monde bien souvent. Voilà, bon. Votre avis sur le Colombien, du coup, allez Théo ? Eh ben, ouais, je le vois. Groenewegen, c'est-à-dire très costaud, qui va gagner 1 ou 2 étapes, et voilà. Mais c'est vrai que sa saison m'a un peu déçu, parce que je m'attendais vraiment à qu'il rafle tout. Vraiment, genre, c'était celui qui allait tout détruire. Et bah non, pas tant que ça. Donc j'attends de voir, et ouais, je mise sur 2 étapes pour lui. Et voilà, à peu près. Ok, bon voilà. Ok, bon alors, Alex, très enthousiaste pour une Razzia. Toi, bon voilà, un petit peu plus dans la mesure. Qu'en sera-t-il de Awen ? Et ben moi, ce sera également une Razzia. Je pense qu'il va être très très impressionnant
Et c'est surtout que il est très jeune, et il est très fort. Et je pense ça va être comme un Cavendish il y a quelques temps. Je pense qu'à chaque fois qu'il va venir sur le tour, il va engranger les victoires à chaque fois, et ça va commencer par cette année. Ok, bon voilà, bon ben... Gaviria, finalement, malgré sa saison, bon, sa bonne saison, mais sa saison où il n'a pas explosé tout le monde, il n'a pas du tout perdu son statut de potentiel machine à gagner sur le Tour de France dès cette année. Ok. Très bien, très bien. Alors, des choses à rajouter. Alors, j'ai une petite liste, ouais, très petite, il y a 3 noms en fait, des mecs qui rentraient pas dans mes catégories, mais qui très sincèrement n'avaient pas le standing pour entrer dans une quelconque catégorie. Je vais vous citer les noms. Si vous avez un truc à dire, vous levez la main. Allez-y, prenez la parole. Mais si vous n'avez rien à dire en même temps, et ça sera sans doute le cas, on ne dira rien. Alors, Joachim Rojas, Thibaut Dupont et Pasqualone. Voilà, c'est les 3 noms ces 3 sprinters qu'on n'avait pas cités. Non, cette liste. Cette liste, effectivement, du démon. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire? Bon, on peut dire déjà que Roras va T'aurais pas pu faire le même. sprint comme chaque année. Voilà, Rojas, je l'ai mis sur la liste, c'est même plus un sprinter, Rojas. Il va pas faire les sprints, il fait plus les sprints. Il fait plus sprint, voilà, c'est sûr. Voilà. Et par contre, les deux, je pense qu'ils vont juste faire de leur mieux. Et pourquoi pas accrocher un top 5 ou des trucs comme ça c'est possible. Hein, mais voilà. À noter que Pasqualone est monstrueux, justement, sur le mois de juin. Ouais, fin mai, Là, début juin. Ouais. Voilà, début juin, il était inarrêtable. Hein, sur le Tour de Luxembourg, je crois, ou un truc comme ça, il a enchaîné Et il a de façon gagné, assez impressionnante. Voilà. Bon, après, c'était course continentale, on n'est pas sur le Tour de France, effectivement. Bon. Il y a Je aussi vois Søren Kragh Andersen que j'aurais bien mis dans cette liste aussi. Parce que Oui, pourquoi lui, il pas. a plus de chances que Michael Matthews sur les sprints massifs. Ah, très bon, voilà. Alors, je l'avais pas noté parce que justement, j'avais noté Matthews dans l'équipe Sunweb, mais effectivement, Søren Kragh Andersen, ou même Niklas Arndt, peut être des mecs ou même Edward Tuns, finalement, il y a un bon paquet de sprinters chez la Sunweb qui peuvent prendre le flambeau si jamais Matthews continue sur la lancée de sa saison, à savoir, il est très moyen, quoi. Mais bon. Des sprinters dont on n'aurait pas parlé, que j'aurais oublié, malgré cette liste. Alors, c'est pas un oubli, mais j'aimerais Vas-y. juste parler de Caleb Ewan qui n'a pas été sélectionné. Alors que je pense qu'en vitesse pure, sur cette saison, ça va être limite être le meilleur. Du coup, je suis vraiment très déçu de pas le voir sur son tour parce que s'il y en avait un que je voyais faire une razzia, c'était lui. Et voilà, je comprends pas trop la Mitchelton de pas le mettre. Bon, c'est vrai qu'il part cette année, etc. Mais si tu peux gagner plein d'étapes grâce à lui, te prive pas de ça, quoi. Donc, Ouais. Bon, il est prévu sur la Volta. ouais, je pense qu'il. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé le parcours de la Volta, mais s'il y a des étapes de plat, il va tout détruire. Bon, après, Ewan, effectivement, fait des sprints toujours ultra impressionnants, rien que par sa posture. Mais après, je pense que j'ai l'impression que ça nous... Non, mais C'est là, un petit peu trompeur des fois, parce que mine de rien, sa saison, elle est pas incroyable. Hein. Il gagne une étape sur le Tour d'Aventure et il gagne la Classica de Almeria en février. Et depuis, bon, il fait des places d'honneur, mais il gagne plus. Oui, Mine de rien. non, mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup gagné, mais chacun des sprints que je voyais de lui, en fait, était vraiment très impressionnant, mais pas impressionnant visuellement, mais genre en termes juste de vitesse. Tu voyais en vitesse, genre le sprint de Milan-San Remo, par exemple, il mettait à l'amende tout le monde. Ah oui. Genre, il a mis à l'amende n'importe quel sprinter enfin tous les autres sprinters, Desmar, Christophe, qui sont pourtant des bons sprinters après 300 bornes, il avait 5 km/h de plus, quoi. Ah oui, c'est sûr. J'avais oublié Milan San Remo, effectivement, ouais. Bon, derrière derrière Nibali, rien à voir. Hein. Derrière Nibali, c'est clairement, c'est lui qui survole le sprint, effectivement. Alors que Viviani, lui, reculait. C'est vrai. Donc voilà, j'avais envie quand même d'en parler un peu. Pas de souci. Bon voilà. Clairement, hein, c'est un symptôme qui revient beaucoup ces dernières années, c'est que voilà, quand le mec se casse l'année suivante, on le sélectionne pas pour la plus grosse course de l'année. Voilà, Cocard, Bouhanni. Bon, même si des fois il y a d'autres choses qui rentrent en compte à part la non-resignature, hein, n'est-ce pas, Nasser, mais bon. Du coup, des choses à rajouter sur les sprinters ou on passe au nerf de la guerre, on passe au classement général. Ouais, il y a Simon Gerrans, et puis on a fait le tour, je crois. Simon Gerrans qui aurait pu être un candidat possible à une victoire sur une étape vallonnée il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans et plus. Il y a 4 ans. Je continue d'y croire. C'est bien, il en faut. Vous êtes 2 ou 3, lui et sa mère, mais voilà. Ouais. Du coup,
Du coup, là, c'est normalement, on est à environ, on est un peu plus d'une heure de podcast. On est, beaucoup plus d'une heure de podcast. C'est le moment où je coupe. Voilà, je peux déjà le dire. Ça sera la fin de la première partie.